Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette émission Perfect Actu. C'est toujours un plaisir de débattre de l'actualité dans ces plateaux. Nous allons revenir, c'est mardi 9 avril, autour des grandes questions d'actualité qui sont marquées par la réhabilitation des deux candidats gouverneurs, à savoir Vidier Chimanga et Deo Kasongo, dont les dossiers des candidatures ont été rejetés par la CENI pour défaut de nationalité. Concernant Vidier Chimanga, et retard dans le dépôt du dossier s'agissant du candidat Deo Kasongo. Comment les cartes vont-elles se jouer à la tête de la ville de Kinshasa? L'UDPS ou l'Union Sacrée qui martèle sur son ticket Daniel Bumba, Edi Ieli et Deo Kasongo qui revient dans la course, mais malheureusement pour lui, son colistier qui était de l'AFDC sera dans l'obligation de soutenir le ticket Daniel Bumba parce que Augustin Kabouya, après son échange avec Batilou Kwebo, a convaincu ces derniers à accepter ou à accompagner les tickets présentés par l'Union Sacrée. Quel est le sort réservé à Deo Kasongo? Nous en parlons dans cette émission. On va revenir aussi sur les révélations de cet assistant de Corneille Nangaa, M. Eric Nkouba, qui a été présenté le week-end dernier par les renseignements militaires, la DEMIAP. Il a révélé énormément de choses sur la rébellion menée par Corneille Nangaa. Il a cité les noms de ceux qui sont présentés comme les alliés de Corneille Nangaa Kinshasa, notamment l'ancien président de la République, Joseph Kabila, quelques acteurs politiques à l'instar de Claudel Loubaya, les professeurs Bob Kabamba depuis la Belgique. Est-ce que c'est des révélations fantaisistes ou c'est une question à prendre au sérieux? Nous en parlerons également dans cette émission. La formation du gouvernement, est-ce que l'opposition va-t-elle intégrer le gouvernement Judith Toulouka? Nous en parlons dans cette émission avec l'initiateur du parti politique Pour l'amour du Congo. Il s'appelle Jonathan Mbele Samosenge. Bienvenue. Merci, monsieur le journaliste, de l'invitation. Merci également à nos nombreux téléspectateurs qui auront cette amabilité de nous suivre au travers de nos modestes réflexions et analyses, parce que la nation en demande, parce que le peuple veut savoir qu'est-ce que nous pensons de différents faits sociaux et ainsi que réalités dans lesquelles nous vivons. Voilà pourquoi nous sommes là. Si vous me permettez, dans mon temps d'antenne, j'aimerais donner de la voix pour des compatriotes congolais qui malheureusement manquent à ce jour de personnes qui peuvent donner de la voix pour eux, notamment parce que la société civile est amorphe, la société civile est aujourd'hui à la solde du pouvoir. La société civile de nos jours n'est plus l'église au milieu du village comme nous l'avons souhaité datant. Et bien évidemment, il s'agit du compatriote Papi Pungu, parce que vous êtes sans ignorer que depuis plusieurs mois maintenant, ces compatriotes congolais vivent et est détenu dans les geôles des services de sécurité. Nous pensons qu'au vu de lois qui régentent la République, notamment notre constitution, ainsi que notre code pénal et même notre code de procédure pénale, les compatriotes congolais méritent de voir son affaire être envoyée devant un juge, parce qu'effectivement, nous avons vu il y a peu le procureur général pour la Cour de cassation qui est allé dans différentes maisons carcérales, notamment la prison centrale de Makala, organiser les relâchements de personnes dont les faits sont caractérisés ou considérés comme bénignes. Donc nous pensons également que ces compatriotes congolais doivent connaître son sort. S'il y a des faits à lui être reprochés, en vol devant son juge naturel qui est le juge civil, pour qu'il puisse bien évidemment présenter ses moyens de défense et avoir la suite de son dossier. Parce qu'on comptabilise jour après jour plus de 4 mois maintenant. Et la famille est inquiète, ses proches sont inquiets également. Et nous, acteurs politiques, nous sommes également inquiets. Est-ce que le compatriote congolais est en bonne santé? Est-ce que le compatriote congolais est en train d'être, comment je peux dire, est en train de bénéficier plutôt d'une meilleure protection là où il est? Est-ce que le compatriote congolais est en train de suivre de manière régulière sa procédure? Et c'est là sous l'assistance de ses conseils, parce que j'ai vu il y a quelque temps, les avocats ont écrit pour demander d'entrer en contact avec ce qui était incongru et infructueux. Nous pensons qu'au vu de ces vocables que l'UDP scande chaque jour sans en maîtriser le fond, la justice élève une nation et même l'état de droit, il faille que Papi Pungu, ancien vice-ministre de cette nation, puisse bénéficier également de droit à un procès équitable, et cela en l'envoyant devant un juge. Deuxièmement, je porte la voix aussi pour
un compatriote congolais qui a vu ses droits être bafoués au niveau des contentieux électoraux. Je l'ai dit un peu dans une tribune que j'ai titrée Entre justice et erreur matérielle. La Cour constitutionnelle est devant ses responsabilités parce que après les résultats des élections publiées par la CENI et que nous qualifions de mitigés et de catastrophiques, parce qu'effectivement nous avons eu une parodie d'élection, il a été envoyé cette décision-là bien sûr vers la Cour constitutionnelle pour les contentieux, éventuellement publier la liste définitive. Arrivé là-bas, il y a eu un contentieux qui a opposé M. Nzinga Landou Mouyas Nixon et M. Titan Edan Kalojo au niveau de la circonscription électorale de la Funa. Mais curieusement, l'arrêt 1086 englobe avec elle plusieurs erreurs matérielles que nous qualifions de grossières et qui exigent de manière urgente une correction, notamment par le simple fait que la Cour, de par cet arrêt-là, a décidé de changer d'elle-même le nom de M. Nzinga. Son nom c'est Nzinga Landou Mouyas Nixon, mais dans l'arrêt, deuxième fait précisément, on parle de Nzinga Landou sans N et on met Antoine, qui n'est déjà pas le nom tel qu'envoyé par la CENI. Et lorsqu'on voit au quatrième fait, on parle de Nzinga Landou Nixon sans mettre Mouyas, donc qui est un élément de nom. Sur le pied des articles 56 et 64 du Code de la famille, le nom est innuable. Et ensuite de cela, on ne peut ni enlever ni intervertir l'ordre de présentation. Nous pensons que c'est une erreur qui entache même la crédibilité de l'arrêt. Plus loin encore, l'arrêt décide d'allouer ou d'octroyer plus de 1950 voix au candidat Eden Kalonji, sans procéder par l'ouverture régulière de pli, qui est une procédure qui doit être contradictoire en présence de la CENI et les deux protagonistes. Mais cela n'a pas été le cas dans l'arrêt. La Cour décide d'octroyer 1950 voix comme ça à quelqu'un, sans pourtant en déterminer. En dernier lieu, la Cour donne de voix et même le siège à un candidat d'un regroupement qui n'a pas atteint le quotient électoral de seuil. Ça, c'est encore notre problème. Parce que c'est ces quotients-là qui permettaient à un regroupement d'entrer dans la liste de partageables, en fait, de ceux qui doivent bénéficier des sièges. Les regroupements de M. Titan et Dan n'ayant pas bénéficié de ces quotients-là ne pouvaient nullement être éligibles. Et même avec le 1950 voix qui lui est octroyé, il n'atteint toujours pas le seuil. Voilà pourquoi nous invitons la Cour à faire application de l'article 93 pour préserver les droits de ces compatriotes-là, parce que, effectivement, nous pensons que ces compatriotes aient débarqué sur pied des erreurs matérielles. Merci beaucoup. Il y a aussi l'honorable Mike Mukeba qui totalisera bientôt 1 année en prison sans être jugé, sans même savoir pourquoi il est arrêté. Là encore, c'est un autre problème de droit, parce que nous sommes sans ignorer qu'aujourd'hui, le calvaire de la vie quotidienne... Il a été même menacé la semaine dernière en prison. C'est ce que je disais, le calvaire de la vie politique au Congo aujourd'hui, c'est dans l'opposition. C'est dans l'opposition où on martyrise les gens, c'est dans l'opposition où on torsionne les gens, c'est dans l'opposition où on violente même les gens, parce qu'effectivement, ils ne veulent pas entendre la critique qui doit servir de modèle pour les améliorations de l'opposition. Aujourd'hui, Mukeba Ikosoïg Michel en paix, il est pris simplement parce qu'il est opposant au régime actuel. Contrairement à ceux qui ont choisi les Machianou, mais nous, il l'a refusé. Il est resté ferme dans ses convictions, il est resté ferme dans ses options pour le bien-être et le salut du peuple. Quelqu'un m'a même dit de la mouvance actuelle que c'est à cause de Mukeba et que l'opposition n'a pas de députés sur Kinshasa, vous imaginez. Donc Mukeba a incarné un combat, il a implémenté une nouvelle méthodologie dans les fers de l'endroit provincial de la ville de Kinshasa, et ces modèles plutôt a conduit à de frustrations pour lesquelles beaucoup souhaitent ardemment ne pas voir Mukeba être libre, parce que Mukeba est libre égale la critique, Mukeba est libre égale la réflexion, Mukeba est libre égale le contrôle, Mukeba est libre égale la sévérité dans les réflexions, et c'est ce que beaucoup ne valident pas. Mais nous pensons que la justice comme étant le dernier rempart, parce qu'il faut le dire, tous nous sommes censés être égaux devant la loi, et la justice est là pour élever une nation qui se veut bien évidemment modèle. Nous pensons que la justice de notre pays va s'atteler. Pour bien évidemment rendre la liberté à ces grands hommes, à ces grands esprits, parce qu'effectivement la nation a besoin de lui, le peuple a besoin de lui. Si Mukeba à lui seul a obligé le pouvoir à ne pas donner les députés provinciaux à Kinshasa, vous imaginez que Mukeba à lui seul peut obliger le pouvoir à ne pas glisser, parce que nous entendons bien évidemment ces velléités-là et nous nous préparons pour barrer la route à ces velléités. Merci beaucoup. Élection des gouverneurs à Kinshasa, 2 candidats viennent d'être réhabilités, notamment Deo Kassongo et Vidier Chimanga. Mais la grande question, c'est justement
les compétences de chacun de ces candidats pour gérer la ville de Kinshasa. Vous voyez dans quel état se trouve la ville actuellement, avec des pluies qui s'abattent ces derniers temps. La ville est devenue pratiquement invivable. Il n'y a plus de routes, il y a le phénomène Kuluna qui bat son plein, il y a l'insalubrité. Est-ce que ces différents candidats, ils sont au total 29, s'il faut passer au peine fin, le profil de chacun, est-ce que vous pensez que la ville de Kinshasa peut rayonner dans les prochains jours? Bien, merci. Déjà, il faut dire que depuis samedi passé, nous avons lancé la campagne, cette campagne qui est dénommée « Évitez-nous Bumba et Yeli ». Évitez-nous Bumba et Yeli. Pourquoi nous l'avons lancé? Vous reprochez quoi à ces deux, parce que à ces deux messieurs? nous avons compris que les deux messieurs n'incarneront jamais le salut du peuple quinois et non plus du peuple congolais. Pourquoi je l'ai dit? Parce que j'ai personnellement fouillé sur ces deux personnes et je l'ai même dit, je crois il y a peu, lorsque j'étais encore au début de mes enquêtes ici, qu'il était difficile pour nous de croire à un salut venant de Bumba et de Yeli. Il a passé 5 ans comme député provincial de la ville de Kinshasa. Il n'a nullement pris parole pour réagir et ne serait-ce donner un point de vue sur des questions de la ville de Kinshasa. Il a passé 5 ans comme député provincial. Il n'a même pas entrepris une seule initiative parlementaire. Une seule. Un seul initiative plutôt. Vous comprenez que déjà il y a un souci. Les soucis, c'est les soucis de mieux faire. Et lorsqu'on vient à Bumba, il sort de nulle part. Personne ne peut donner des témoignages sur lui. Il n'a pas de référence. Il n'a pas de personnes ressources. Et vous voulez que nous puissions accepter pour une ville mégapole comme la ville de Kinshasa la candidature de Bumba. Voilà pourquoi nous avons dit évitez nos Bumba, évitez nos Yeli. Parce que nous pensons que ce sont parmi les plus mauvais de postures comme gouverneur et vice-gouverneur. C'est le ticket de l'union sacrée. Mais un ticket médiocre. Mais laissez-moi finir. Un ticket médiocre, parce qu'il faut le dire. Si quelqu'un n'est déjà pas en mesure de opiner devant ses collègues parlementaires, vous imaginez qu'il aura 2 réunions à tenir, il aura des séances de travail à organiser. Comment va-t-il s'appréhender? Comment va-t-il s'y prendre? C'est en fait ça la grande question. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, conscient de leur handicap, qui est bien évidemment les performances dans la médiocrité, ils ont décidé de faire le lobby. Et voilà pourquoi un candidat qui est sûr de lui n'ira pas voir un ministre de l'Intérieur et n'amènera pas des députés avec lui, n'ira pas voir Mama Marthe, parce qu'effectivement, il est sûr de lui, il est sûr de ce qu'il a comme programme. Mais conscient de son handicap, conscient de la faiblesse qu'il aura dans la gestion, il préfère utiliser la fibre de maman, il préfère utiliser la fibre du ministère de l'Intérieur, il préfère utiliser les intimidations et que sais-je encore. Donc nous pensons aujourd'hui que déjà, les députés provinciaux de la ville de Kinshasa doivent tout faire pour nous éviter Bumba et bien évidemment Yeli. Et lorsqu'on parle de M. Kassongo et M. Chimanga, ce n'est que justice, hein, ce n'est que justice de voir des personnes qui veulent compétir et qui ont été, pour certains, injustement invalidés, être réhabilités. Pourquoi je l'ai dit? Parce que nous avons tous suivi le moment de dépôt de candidature. Ils ont presque déposé de manière concomitante entre le mauvais ticket là, comment vous l'appelez encore, ticket Union Sacrée et les tickets des DO. Ils ont presque déposé au même moment. Mais qu'est-ce qui fait que la CENI retient la candidature de M. Bumba et M. Yeli et boycotte la candidature de M. Kassongo? C'était déjà un problème qui frisait la morale, qui frisait le bon sens, qui frisait l'équité, qui frisait le droit garanti aux personnes. Mais lorsque la Cour décide d'ordonner à la CENI de les réhabiliter, nous pensons que ce n'est que justice. Là, c'est déjà la première manche. Mais lorsqu'on parle de profil ou de ce que la ville peut entendre de tous ces candidats. Personnellement, après avoir entendu, je crois, les un quart de ces candidats-là, et même la dame qui s'est pointée là, je pense que la ville n'a pas encore trouvé l'oiseau rare. Ah bon? Oui, je suis convaincu. Même pas le vieux Adam Bombole. Non plus. Vous savez pourquoi? Parce que la ville de Kinshasa aujourd'hui n'a pas besoin de personnes qui ont fait des noms, n'a pas besoin de personnes qui viennent sur recommandation, n'a pas besoin des anciens cambistes. La ville de Kinshasa a besoin de hommes à même de faire tout pour que la ville évolue. Vous n'avez pas encore vu ces différents candidats à l'œuvre. Pourquoi doutez-vous de leurs compétences? J'ai fouillé sur personne en fait. J'ai fouillé sur ce que EOI a géré. M. Chimanga n'a pas bien géré le Daring. Aujourd'hui, le Daring souffre.
Et vous voulez qu'il puisse gérer la ville de Kinshasa. Il a créé son équipe. Certains me diront non, les Darings n'égalent pas la ville. Oui, mais lorsqu'on gérait déjà les Darings, on pouvait comprendre que ce monsieur est gestionnaire ou pas. Est-ce qu'il a posé des actes de bonne gouvernance là-bas pour croire qu'il les posera aussi au niveau de la ville? Ça, c'est une question. Ça, c'est une question. Et lorsqu'on vient avec Yeli, c'est pas parce qu'il a réussi dans ses affaires privées qu'il restera au niveau de la ville. Parce que la ville, c'est une structure autre que la commune de Giringiri. C'est une structure autre que ses affaires personnelles. Donc, vous comprenez déjà qu'au vu de ces éléments-là, on se rend compte qu'effectivement, on n'a pas trouvé le Zora. Et lorsqu'on parle de l'homme qu'il faut, c'est d'abord celui qui a non seulement la passion de la ville, mais qui non seulement la passion de la ville, mais pense à mener de politiques publiques pour son développement. Aujourd'hui, de tous ces candidats présentés, qui a étayé sur la place publique de politiques publiques pour son développement? Tous parlent les chiffres. Mon budget est élevé à hauteur de. Avec 5 axes. Mais personne ne vous dit, quand j'arrive, je commence par tel volet. Quel que soit le montant que je trouverai, quels que soient les canaux par lesquels je pourrais arriver, c'est tel axe qui sera la priorité. Très bien. Personne ne l'a dit. Aujourd'hui, on peut bien dire que Kimbuta était mauvais, et même très mauvais. Mais Kimbuta ne nous a pas laissé la ville avec autant d'inondations. Sous Kimbuta, on n'avait jamais enterré plus de 10 personnes qui perdraient la vie sous inondation. Mais sous Ngobila, on en a enterré plusieurs. Et Ngobila vous dit qu'il est le meilleur gouverneur que Kinshasa ait connu. Oui. Toute personne qui s'oppose à sa gestion doit être considérée comme un sorcier. Merci. Les sorciers, c'est celui qui sait voir ce qu'Ngobila ne voit pas, même s'il a des yeux. C'est en fait ça la réalité. Moi, je sais voir qu'Ngobila nous a imposé une crasse exagérée. Mais lui-même ne sait pas le voir. Moi, je sais voir qu'Ngobila nous a laissé plusieurs chantiers inachevés ici. Mais lui seul ne sait pas le voir. Moi, je peux vous dire, en étant fier de moi-même, qu'Ngobila est un mauvais gestionnaire. Dans des états sérieux, ce sont des hommes à isoler, à ne plus donner accès aux fonctions étatiques. Parce qu'en 5 ans seulement, il nous a prouvé qu'il avait des limites. Et ces limites sont grossières. Parce que lorsqu'on voit l'état de nos caniveaux, l'état de nos routes, on voit l'état de nos infrastructures dans la ville de Kinshasa, on se pose la question, est-ce que cette ville est gouvernée? Est-ce que cette ville a vraiment quelqu'un qui... Bon, c'est moi me l'apporter pour dire que je gère la ville. Il se vante d'avoir construit plus de kilomètres et de routes que ses prédécesseurs. Il doit se vanter de nous avoir laissé plus de chantiers inachevés que de routes. Et Lenguesa, Ngouma et tant d'autres. Ngouma, aujourd'hui, les travaux sont en plein arrêt. On a arrêté. Et lorsqu'il parle de routes construites, il ne doit pas parler de routes, il doit parler des chemins effrayés. Ils ont frayé des chemins. Une route dans les standards modernes aujourd'hui doit tenir compte de 3 éléments. La chaussée, les trottoirs et les caniveaux. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que ces chantiers-là respectent ces 3 normes? D'autant plus encore que dans le trottoir, il faut diviser à 2. Il y a les trottoirs pour les hommes valides et les trottoirs pour les hommes invalides. Est-ce que les constructions de routes faites par Ngobila, dont ils s'en vantent, peuvent respecter ou respectent ces normes-là? Que les Congolais qui sont à Elingue, ça nous dise. Où est-ce que les hommes invalides peuvent marcher? Et les hommes qui sont à Birmanie puissent nous dire où est-ce que les hommes invalides peuvent marcher? Et ceux qui sont en Ngouma peuvent encore donner des informations là-dessus. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est de l'orgueil. Et de l'orgueil mal placé qui caractérise Ngobila. Parce qu'il sait qu'il a des limites. Il sait qu'il a commis de bourdes. Et pour s'en débarrasser, il pense nous impressionner en traitant certains des sorciers. Les sorciers même se paient. Certains parlent de haineux. Parce qu'on n'adopte pas leur gouvernance qui est médiocratique. Très bien. Alors, Deo Kasongo et Daniel Bumba sont présentés à ce jour comme 2 potentiels prochains gouverneurs. Mais Deo Kasongo, avec sa réhabilitation, il y a un problème qui s'ajoute. Son colistier qui était de l'AFDC ne va certainement plus l'accompagner parce que Bahati Lukwebo a accepté de soutenir le ticket présenté par l'Union Sacrée ou par l'UDPS, notamment Eddie Yeli et Daniel Bumba. Alors, comment Deo Kasongo va-t-il s'en sortir de cette bataille? J'ai appris dans la vie que le plus fort de bataille sont gagnés par ceux qui ne lâchent pas. Et j'ai appris que les lâches ne gagnent jamais. C'est ce que j'ai appris de la vie. Et l'allure ou le tournant qui prend actuellement les événements laisse présager d'un bouleversement. D'un bouleversement qui sera occasionné par les méandres du désordre dans lequel vit l'Union Sacrée. Un candidat est d'abord candidat parce qu'il est convaincu de ce qu'il
est censé faire et de comment il pense s'y prendre. Monsieur Kassongo, un peu comme son colistier, tous deux étaient candidats. Ou tous deux sont candidats. Il s'avère que un décide de ne pas, ou peut-être sa famille politique l'obligera à se retirer. Mais l'autre restera candidat. Ce qui fait que il peut continuer la bataille et voire même surprendre. Mais aux yeux de l'opinion, nous avons noté que l'histoire de l'Union sacrée n'est rien d'autre que ces clubs de gens qui sont déjà au premier vue irresponsables tous. Parce que dans des formations politiques qui se veulent être sérieuses, lorsque l'on choisit un candidat ou un ticket, tous les alliés sont obligés d'obtempérer avant même les dépôts. Donc ça veut dire en clair que l'UDPS, comme dans ses habitudes, a implémenté un dictat pour dire nous c'est Bumba ou rien. Ils ont forcé jusqu'à déposer la candidature de Bumba. Mais Deo Kasongo se réclame aussi comme membre de l'UDPS. J'arrive. Ils ont déposé la candidature de Bumba, bien évidemment, qui n'a pas le profil qu'il faut. Et après, ils commencent maintenant à négocier avec les alliés pour accepter de le soutenir. Je trouve méchant déjà que l'on puisse accepter de donner à Yeli le droit d'être vice-gouverneur dans la ville. Pourtant, sa formation politique n'a que celle de l'idée. Alors que Ngoubila en a 9 avec son ACP. Je trouve ça méchant. Et tout ça, c'est le fruit du désordre. Et même alors, si on décide de donner ces postes-là au MLC, il faille déjà dire est-ce que l'on est en mesure de soutenir ces candidats. C'est pas parce que l'AFDC a fait un communiqué qu'ils les soutiennent. Non, nous savons ce que c'est les hommes politiques. À l'époque où les MLC avaient perdu dans la ville de Kinshasa, il y avait également des déclarations. Exact. Mais arrivés sur le terrain, ils ont perdu parce qu'effectivement, le vote est secret. Pourtant, c'était les partis majoritaires. Voilà. Donc moi, je pense aujourd'hui que les tickets de Kasongo, plus on les martyrise, plus on les torsionne, plus il prend de l'élan. Il a déposé la candidature qu'on a écartée, maintenant que la Cour le réhabilite. On le dépossède de son vice. Tous ces faits, aux yeux des électeurs, peuvent constituer des situations qui les mettront en grâce. Parce que certains peuvent dire, pourquoi seulement lui qu'on combat sur les 29 ? Est-ce que c'est parce qu'il a un bon profil ou c'est parce qu'on reconnaît en lui une certaine compétence? Ce n'est pas l'avis que je partage, mais j'analyse la situation. Et je pense qu'au vu de réalité, ces messieurs peuvent bien évidemment surprendre. Parce que le parcours qu'ils mènent me permet de confirmer ce que j'ai eu à dire à l'entame, que le plus grand bataille est gagné par celui qui ne lâche pas. Et jusque-là, Deo confirme qu'il ne lâche pas. Et nous pensons qu'il faille beaucoup plus de tact, beaucoup plus de conciliambule entre le partenaire de cette aventure de l'Union sacrée pour trouver bien évidemment un consensus autour des candidats imposés par Kabouya. Parce qu'il faut le dire, je n'ai pas pris connaissance d'une quelconque rencontre ou résolution qui ont sanctionné l'entérinement de Bumba comme candidat au niveau de l'Union sacrée déjà, et même au niveau est-ce qu'ils se réunissent même au niveau de l'Union sacrée là, il y a de fissures. S'il faut voir ces théâtres aux allures de Mangobo à l'époque que nous livrent aujourd'hui ces trois partis, UNC, AFDC et CRD de Mbosokodia, on se rend compte à l'évidence que ces gens sont tous sauf organisés. Parce que des formations politiques sérieuses, ils ne peuvent pas se livrer à ces spectacles pour briguer un poste. C'est une guerre de positionnement. Nous venons fraîchement des élections. Chacun cherche à se positionner pour se caser. Cette guerre va bien évidemment être vaincue avec plus d'ordre et de sérieux. Consciemment, Mbosokodia sait qu'il n'a pas obtenu plus d'élus que M. Loakaningini. Mais pourquoi s'obstiner à gérer l'hémicycle?
Est-ce qu'il n'y a pas... L'hémicycle n'est pas une carrière pour Mbosso. Mais comme il sait qu'il y a les désordres, je peux bien m'engouffrer dans ces désordres et peut-être que j'aurai de l'opportunité. Est-ce qu'il n'existait pas un règlement qui permet de réguler les fonctionnements de l'Union sacrée? Ils ont un secrétaire permanent, je crois que c'est le professeur Mbata. Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'organiser les choses en interne plutôt que de venir livrer sur la place publique un spectacle désolant où on voit des communicateurs d'une même plateforme politique se rentrer dedans pour défendre chacun son leader? Déjà à l'entame, il s'avère qu'il y a un document qui a été signé dans une des hôtels de la place où il était fait mention d'une structure qui organise cette association et même d'un règlement qui la régente. Mais nous notons cependant que tout cela n'était que de la farce. Parce que lorsqu'il fallait désigner des candidats, c'est bien évidemment le propagateur de Froboui, M. Kabouya, qui l'a fait. Lorsqu'il fallait parler de Bumba, c'est lui qui a proposé. Et après quoi, il décide d'aller rencontrer ses partenaires pour les imposer son choix. Et c'est comme ça qu'une structure sérieuse devrait-elle s'organiser? Moi, je dis non. Parce que le sérieux dépend également de la souplicité de la personne à implémenter et à arracher l'adhésion collective. Est-ce que l'adhésion collective devait se gagner par un dictat? Est-ce que l'adhésion collective devait se gagner par des impositions? Moi, je dis non. Parce qu'effectivement, il faille donner de la voix, même à ceux qui peuvent apporter zéro, pour savoir ce qu'ils pensent de votre choix. Très bien. M. Kabouya ne le fait pas, il l'impose, et curieusement, les gens lui obéissent. Et lorsque je parlais de ces batailles au niveau du perchoir que vous qualifiez de guerre de positionnement, je vous ai donné le cas de Mbosso qui n'avait même pas à vouloir être président parce que 5 ans comme parlementaire, contrairement à Kabound qui a même été en mesure d'interpeller le gouvernement, lui n'a fait que la baïonnette intelligente. Mbosso ne mérite plus l'Assemblée nationale comme président. Comme parlementaire, oui, si Kenge décide de l'envoyer, on le concède. Et lorsqu'on analyse les cas de Bahati Lukwebo, Bahati a presque tout gagné de la République. Il a été mandataire, société civile d'abord, mandataire, ministre, député, sénateur. Que veut-il encore? N'est-ce pas le temps pour Bahati Lukwebo de préparer sa retraite? Il a encore l'énergie, il a encore la force. Il a besoin de rester dans les institutions. Bahati Lukwebo n'a pas la vigueur de Bahati à 40 ans. Il n'a plus cette vigueur-là. Bahati Lukwebo n'a plus le temps de travail comme Bahati à 40 ans. Non, il a pris de l'âge. On apprend qu'il arrive au bureau à 5 h du matin. C'est très faux. On est repartir qu'à 23 h, voire minuit. C'est très faux. C'est très faux alors. Parce qu'effectivement, ceux qui sortent à 5 h se reconnaissent. Et sur le boulevard, il n'est pas facile de retrouver quelqu'un à 5 h depuis que ses pouvoirs sont là. Tous partent au bureau, si pas à 11 h, 12 h, 13 h. Nous les connaissons, nous les observons en ville. Et lorsqu'on analyse Kamere Lwakaning, il est vrai qu'il a fait en son temps un meilleur président de l'Assemblée nationale. Mais les époques ne sont pas à confondre. Si à ces temps-là, il y avait un parlementaire avec des parlementaires comme des Sessanga, de vieux Gilbert Kiakwama, de vieux Mondansemi, notre vieux ici, Boufassa Djema, ce n'est plus le cas maintenant. François Momba aussi, je pense. Hein? Je crois bien, oui, je crois bien. Mais aujourd'hui, ce sont des noms qui n'est pas amené, laissez-moi citer mes noms. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que les époques sont différentes. Maintenant, là, nous avons des gens qui viennent au Parlement simplement parce que tel a imposé son nom. Au nom de l'appartenance linguistique, on l'a imposé. Donc, il n'y aura plus les réflexes ou encore des intelligences comme en son temps. Donc, Kamere devait se chercher autrement. Et moi, je pense qu'ils peuvent peut-être désigner des nouvelles énergies dans leurs différents partis politiques. Pourquoi seulement eux? Pourquoi seulement ces vieux classiques? Et moi, je pense que faire un choix utile autrement, ça pourrait aboutir à de meilleures options. Très bien. Mais je suggère que ces choix-là ne puissent pas nous aider à les critiquer parce que nous avons appris à comprendre que dans l'Union sacrée, on ne désigne que de médiocres. Donc, pour un médiocre, nous serons là pour les critiquer. Pourtant, le président vient de
de faire la différence en nommant cette fois-ci une dame avec un CV élogieux, un parcours exceptionnel, Madame Judith Toulouka. Qu'est-ce que vous appelez exceptionnel et élogieux? Vous n'avez pas... Parce qu'elle a été ministre? Vous n'avez pas parcouru son CV? Parce qu'elle a été vice-ministre? Parce qu'elle a été conseillère quelque part? Ou parce qu'elle a étudié en dehors du pays? C'est ce que vous appelez CV élogieux et parcours exceptionnel. Je vais vous aider à connaître qui va mal gérer la primature dans les années à venir. Madame Judith Toulouka, déjà, il faut noter que comme conseillère en son temps dépendait d'un DIRCAB. Donc, le DIRCAB pouvait bien couvrir ses faiblesses et même ses incapacités. Comme vice-ministre, elle a eu la chance d'avoir un ministre efficace qui est Christian Mwando. Il faut déjà préciser que c'est le ministère de Plan qui est considéré comme l'architecte de politique gouvernementale. Exact. Et sous Christian Mwando, toutes les politiques publiques étaient mises en place. Il a organisé plusieurs réunions pour voir comment relancer l'aviation civile congolaise, plusieurs réunions pour voir comment nous fournir un passeport, un permis, plusieurs réunions pour aboutir au PDN, programme de 145 territoires. Et lorsque le Conseil des ministres s'était né, j'ai parcouru également ces résolutions-là. Il ne s'est passé pas un Conseil des ministres sans que le ministre Mwando puisse prendre parole et qu'il puisse faire état au Conseil des ministres de l'évolution de politique publique de la nation. Et vous pensez que Christian Mwando agissait de manière unidirectionnelle? J'arrive. Et lorsque Christian Mwando part, nous attendions voir la continuité par son successeur, qui n'était personne d'autre que son vice-ministre. Ça n'a pas eu lieu? Depuis la 92e réunion du Conseil des ministres jusqu'à la 125e, Madame la ministre du Plan n'a pas pris parole. S'il y a des éléments contraires, amenez-les sur la place publique. Je ne demande pas qu'on m'amène des insultes de la part de ceux qui se disent être jeunes de l'espace tel. Qu'ils ne m'insultent pas, qu'ils m'apportent des éléments contraires qui prouvent que Madame la ministre a enclenché ou a pérennisé le politique qui est mis en place par son successeur. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, après des 2 ans, le programme de 145 territoires souffre de prendre corps. Donnez-moi une seule route construite dans la ville de Kinshasa par le programme 145 territoires. Donnez-moi 2 bâtiments construits dans la ville de Kinshasa. Ça a été pris en charge par le projet Kin Zero Trou qui a été exécuté à 87% d'après le ministre des Infrastructures. Non. Ce n'est pas une invention de moi. Non. Il faut déjà dire à M. Guissaro qu'on ne ment pas à la télé. M. Guissaro a menti à la télé. Le programme Kinshasa Zéro Trou n'a même pas atteint les 20%. Même pas les 20%. La preuve, la route 24 vers la prison centrale de Makala, il y a un gros trou là. Comment il explique ça? Comment il nous explique cette route-là seulement? Et je n'aimerais pas rentrer vers l'avenue Pharmacie, sur l'hôpital Vélodrome. Avant l'arrivée sur le pont, cette route-là, c'est aussi zéro trou. Mais j'aimerais vous donner une précision. Les programmes de 145 territoires inséraient même la ville de Kinshasa. On devait y ériger des bâtiments où nos communes devaient travailler. On devait y ériger des routes et même des écoles. Mais aujourd'hui, faites vos investigations et moi également j'y travaille. Il n'y a même pas un seul bâtiment qui est visible de Kinshasa 145 territoires. Pire encore, donnez-moi 2 rencontres organisées par Madame la ministre du Plan avec les 3 structures qui représentent les 145 territoires, dont l'ANAPI, la BSECO et le PNUD. Et lorsque ces rencontres ne sont pas organisées, c'est qu'en réalité, on ne veut pas suivre l'évolution de 145 territoires. Donc si les 145 territoires échouent, c'est parce que nous n'avons pas eu un ministre du Plan efficace. Madame Judith Toulouka n'est pas la personne qu'il faut pour la primature de la RDC. Je n'ai pas de problème personnel avec elle, mais j'ai scruté sa gestion qui laisse à désirer. Combien de réunions organisées avec des entreprises relevant de sa tutelle? 0. Est-ce que l'opposition est-elle prête à intégrer ce gouvernement? L'opposition Mouzitou et Matata, oui.
Parce qu'effectivement, c'est l'opposition des façades. C'est l'opposition en quête de positionnement. L'opposition qui veut du salut du peuple. L'opposition qui est à la recherche du bonheur collectif. Nous disons que nous ne sommes pas prêts. Est-ce que vous existez encore, vous de l'opposition? Moi, On ne vous sent plus. par la présentation faite par vous ici, vous avez dit que je suis opposant. Et comme opposant, j'ai relevé Opposant des noms peut-être. Non, non. On vous sent plus. J'ai relevé la critique ici sur la gestion de Mme Toulouka. Et depuis maintenant plus de 4 mois pour ces premiers semestres, j'offre par mes tribunes les solutions aux problèmes clés de la ville ou même de la République. La tribune numéro 005 qui a abordé la question de la sécurité et de la justice plutôt. N'est-ce pas une solution de la justice? N'est-ce pas une solution? La tribune 001, je crois, qui a abordé la question de la gouvernance. N'est-ce pas une proposition? Sans compter ces multiples propositions émises en son temps par l'opposition dans son ensemble. Voilà pourquoi je pense que nous ne sommes pas prêts à intégrer ces gouvernements parce que ces gouvernements ne rencontreront pas les désirs collectifs d'un peuple. Parce que vous allez remarquer que ça va être pléthorique. Pourquoi êtes-vous pessimiste? Ces Les gouvernements... gens qui n'ont pas encore travaillé, mais vous leur prêtez déjà les intentions de ne pas venir travailler pour les peuples. Vous savez, quand on veut travailler pour le peuple, ça se sent. M. Tshisekedi avait déjà une majorité connue depuis la publication de ces résultats de façade par M. Kadima. Qu'est-ce qui fait que son gouvernement a pris plus de 70 jours pour voir, son premier ministre plutôt, a pris plus de 70 jours pour vivre? Mais il pouvait composer son gouvernement au lendemain de sa victoire. Mais seulement, il n'y avait pas une assemblée nationale mise en place. Il faut attendre l'installation du bureau définitif parce que le programme du gouvernement doit être validé par l'Assemblée nationale. C'est écrit où que pour nommer un gouvernement, il faut attendre le bureau définitif? Nulle part. Alors, on va nommer des ministres qui vont rester là J'arrive. sans rien faire. On nomme des ministres. Ils procèdent à la remise et reprise pour nous éviter les vocables excellence honorable. Et on attend le bureau définitif. Alors, comment on va faire la remise et reprise alors que le programme du gouvernement n'est pas encore adopté par l'Assemblée nationale? La remise et reprise est faite avec ce qui assure les affaires courantes. Lorsque vous opérationnalisez cette remise et reprise, vous continuez à effectuer également les affaires courantes. Jusqu'à ce que votre programme entre en vigueur ou entre en application. Et la remise et reprise intervient avant l'adoption du programme du gouvernement par les députés nationaux ou après? Ce n'est pas interdit que ça puisse intervenir avant. Quand j'ai entendu M. Kabouya dire qu'on attend les arrêts de la Cour, j'ai failli en rire. Qu'est-ce qui vous dit que pour nommer un gouvernement, il faut obligatoirement attendre les arrêts de la Cour? Qu'est-ce qui vous dit ça? Parce que lorsqu'on nomme un gouvernement, ce n'est pas de suite que le gouvernement entre en fonction. Il faudrait qu'il puisse procéder à la déclaration de leurs avoirs. Il faudrait qu'ils puissent aller retirer l'acte de leur nomination au niveau du DIRCAB. C'est toute une procédure qui peut prendre 2 jours. Et pendant ce temps-là, les arrêts peuvent arriver, les bureaux définitifs peuvent tomber. Très bien. Et même, il peut avoir le temps de préparer ce que l'on appelle programme de gouvernement. Voilà pourquoi je pense que déjà au vu du retard encaissé, ça n'augure pas de lueur d'espoir. Merci beaucoup. On va parler de ces allégations contre Joseph Kabila. Mais une dernière question. Qu'est-ce que l'opinion peut retenir de la gouvernance ou du passage de Sama Lukonde à la tête de la primature? Un compatriote méchant, un compatriote incompétent, un compatriote menteur. Ah bon? Oui. En quoi Sama est méchant? Voilà. Sama Lukonde, vous voulez qu'on commence par la méchanceté? Voilà. Les mensonges, plutôt, on commence par les mensonges. Sama Lukonde vous dit que son gouvernement a 2 piliers. Et que dans ces piliers-là, il commence par s'atteler sur les questions sécuritaires pour en trouver des solutions. Pendant plus de 2 ans, Sama Lukonde était incapable de trouver des solutions aux problèmes sécuritaires. Il nous laisse les colonnes en pompe dans la ville de Kinshasa, les Kaba et compagnie, et il nous laisse également l'insécurité au travers du pays. Sama Lukonde a menti. Sama Lukonde est méchant. Avec un budget de 14 milliards, tantôt 16 milliards, mais il nous laisse une famine exagérée. Il nous laisse une pauvreté aiguë. Il nous laisse une situation de vie détériorée comme jamais avant. Sama Lukonde est méchant. Et le troisième, c'était encore
Vous voulez que je continue? Je me limite là. Donc vous allez vite comprendre. Vous allez vite comprendre que M. Lukonde nous a fait perdre du temps. Plus de 2 ans comme ça perdu. Et conscient qu'il n'avait pas les aptitudes, conscient qu'il n'était pas compétent. Ça m'a Lukonde, c'est la maximisation des recettes. Avec un budget de 16 milliards et dont la dette extérieure aujourd'hui est à 10 milliards. Ça, c'est Sama Lukonde. Ça n'a pas commencé avec lui. Ça, c'est Sama Lukonde. Ça n'a pas commencé avec lui, ça a commencé avec Ilunkamba. Sama Lukonde est parti, Ilunkamba parti, nous n'avons pas de dette extérieure. Ça, c'est la vérité à dire aux Congolais. Nous avons une réserve. Sama Lukonde est arrivé, nous avons des dettes extérieures. Et à 10 milliards, il nous laisse 10 milliards de dettes. Ça, c'est Sama Lukonde. Et ce monsieur, vous allez dire qu'il est compétent. C'est un incompétent. C'est un incompétent. Où peut-il être encore casé? Nulle part. Il est candidat sénateur, peut-être il sera président avec sa du sœur Sénat. Comme suppléante. Ça, il faut aussi dire. Faire de Sama Lukonde président du Sénat, c'est une perte inutile. Parce qu'effectivement, comme Premier ministre, il n'a su rien faire. Et comme président du Sénat, il fera quoi? Il fera quoi comme président du Sénat? Vous savez, lorsqu'on opine sur la nation, il faut qu'on soit un peu plus correct avec nous-mêmes. Ilunkamba parti, les dollars n'étaient pas au taux de 28. Ilunkamba parti, il n'y avait pas des impayements comme il y en a aujourd'hui. Les parlementaires vous disent qu'ils ont 2 mois d'impayement. Sama Lukonde est là, Premier ministre. Les fonctionnaires, c'est 2 ou 3 mois, je pense. Voilà. Pour ne citer que cela. Et aujourd'hui, quelqu'un viendra à la télé vous dire que notre gouvernement a réussi. Sama Lukonde est le meilleur. Monsieur, vous vous moquez de qui? De ces fonctionnaires-là? Ou de cette population qui souffre? Sama Lukonde n'a pas pu atteindre ses objectifs. Et lorsqu'on n'atteint pas son objectif, c'est clair qu'on n'est pas capable. On est incompétent. Et ça, c'est les races d'hommes que le Congo ne doit plus avoir dans la tête des institutions comme gestionnaire. Vous évoquez la dépréciation de la monnaie nationale, mais pourtant le président vous dit que les problèmes, c'est les Congolais qui ne veulent pas faire confiance en leur monnaie nationale. Les problèmes, ce n'est pas les Congolais. Tantôt c'est Kabouya qui nous dit la guerre à l'Est, qui fragilise l'économie. Tantôt les recettes mobilisées par les différentes régies financières sont orientées vers l'effort de guerre. C'est assez compliqué. C'est parmi les discours qui ne tiennent pas. Parce qu'aujourd'hui, les efforts de guerre sont aussi consentis en Russie, au Mali. Mais pourquoi là-bas la population vit de manière beaucoup plus appréciable les conditions de vie? Et lorsque l'un vous dit que c'est parce qu'on ne veut pas faire confiance à la monnaie, l'autre vous dit que c'est parce qu'on défalque tout aux efforts de guerre. Vous voyez déjà que c'est des discours contradictoires. Moi, je m'en vais analyser le fait de manière claire. Est-ce qu'aujourd'hui, la Banque centrale nous fournit assez de francs congolais sur le marché? Ça aussi, c'est un problème. Parce que plus il y a des francs congolais sur les marchés, plus les dollars baissent. Mais à quoi sert la réserve d'échange tant vantée? La réserve d'échange sert à cet enrichissement personnel et même à la gabegie financière dont orchestre cette gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, il est clair que nous avons moins de francs congolais. Voilà pourquoi le budget ne fait que les dollars ne cessent d'augmenter. Elle devient vraiment une casse-tête pour trouver le franc congolais. Et ça, c'est encore une politique publique qu'il faille mettre en application, mais qui malheureusement ne l'est pas. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que le Congo a un souci. Le souci du Congo, c'est les hommes qu'il faut, pour les fonctions qu'il faut. Merci beaucoup, les hommes qu'il faut pour des fonctions qu'il faut. On venait d'avoir d'ailleurs un docteur en économie au ministère de l'économie, mais la situation ne s'est pas du tout améliorée. Déjà, il faut dire que et l'économie et les finances de ma République ont été très mal gérées pendant ces 5 premières années. Il faut peut-être enlever l'année 2018-2019 avec Ilunkamba. Je profite également pour saluer le tout nouveau docteur José Sélé Alagouli. Ah bon? Oui, il est maintenant docteur. Ok. Quand certains ne veulent pas étudier, d'autres étudient. Et même lorsque d'autres vont avoir les licences à 40 ans, certains vont avoir les doctorats. Donc, je les salue et je l'encourage parce que sous José Sélé Alagouli, on n'a nullement parlé des détournements. Donnez-moi un cas de détournement sous José Sélé Alagouli, il n'y en a pas.
Donnez-moi un cas de paiement farfelu sur José Célé Lagouli, il n'y en a pas. Mais c'est cet homme-là que la gouvernance actuelle a détruit. C'est cet homme-là que tout était mis en place pour le voir anéanti. Et aujourd'hui, on parle des impayements. Francophonie. Thieu vous a fait une vidéo où il demande son argent. Thieu vous a fait une vidéo. Est-ce que sous José Célé Lagouli, on peut avoir ces vidéos-là? Les prestataires Covid-19 qui attendent encore le paiement de leurs primes, certains sont d'ailleurs décédés déjà, sans toucher leurs primes. Moi, je ne rentre même pas à l'effet Covid. Je parle de faits présents plutôt. Je vous ai parlé de francophonie. J'ajoute les parlementaires. Ils disent qu'ils ont 2 mois d'impayement. Et je ne me limite pas là. Je prends les députés provinciaux de l'ancienne législature. Vous comprenez qu'en réalité... Ils ont passé même des nuits blanches ici au ministère des Finances. Vous comprenez qu'en réalité, on pouvait peut-être mieux garder José Célé Lagouli. Peut-être qu'on vivra... Avec la rupture de la coalition FCC-Cash, il était temps pour lui de faire ses valises. Est-ce qu'il était obligé de mettre un meilleur dehors? C'est ce que j'ai toujours dit. Moi, je me dis... Mais est-ce que Célé Lagouli avait aussi accepté de rester avec Félix Tshisekedi? Est-ce qu'on le lui a proposé? C'est aussi une question. Je sais que généralement, ce sont des hommes de conviction, parce qu'au fur et à mesure que le temps évolue, on se rend compte que ceux qui sont avec Kabila sont des gens convaincus. Et c'est ce que nous vivons dans l'opposition aussi. Prince, convaincu. Boulaboué, convaincu. Jonathan, convaincu. Maïguel est convaincu. Ah, Mende était aussi un kabylyste convaincu. Non, Mende n'a jamais été convaincu. Toute sa vie. Non. Mende n'a jamais été convaincu. C'est un homme qui est continuellement à la quête du positionnement. Mende était avec Mobutu. Il a quitté Mobutu. Mende était avec Kabila. Et vous attendez qu'il ne quitte pas Kabila. Posez la question de Chada, il était avec qui avant? Et aujourd'hui, il est avec Kabila. Kambere. Vous prenez les jeunes comme le Papi Pungu. Les jeunes comme Moussa. Aristote Ngarime. Chiba. Ce sont des jeunes qui sont convaincus de la politique qu'ils mènent. Et nous, dans l'opposition, nous les sommes également. Rodek Ramazani. Tellement convaincu de ce qu'il a comme objectif. Et il s'accroche. Délice Sanga. Seth Kikouni. Safou Daniel. Nkeba Nkoso. Kabunda Kaboun. C'est en fait ces hommes-là que nous voulons aujourd'hui pour les combats de l'opposition. Merci. Et non des hommes à la quête du positionnement. Donc je pense qu'aujourd'hui, et l'économie, c'est pas parce qu'on était docteur qu'on pouvait mieux gérer. On était dans le populisme avant, dans le triomphalisme. Et voilà qu'on a été rattrapé. Et c'est pas parce qu'on était très proche de la famille X au pouvoir qu'on pensait mieux gérer les finances. Voilà, aujourd'hui, on a mal géré. Joseph Kabila, de plus en plus cité comme ses partenaires ou ses alliés de l'Alliance Fleuve Congo Hôtel, ces mouvements politico-militaires de Corneille Nangaa. Vous considérez cela comme une provocation à l'endroit du sénateur à vie, ou vous estimez que c'est des révélations à prendre au sérieux? Ce sont des révélations à prendre au sérieux parce qu'effectivement, ça met en branle l'intégrité physique et morale de certaines personnes. Et ça joue fortement à leur réputation. Donc, il faut la prendre au sérieux. Mais analysant les déclarations en question, moi, je me pose simplement 2 questions. Et j'aimerais que les Congolais également réfléchissent avec moi. Est-ce la vidéo de M. Eric, c'est ça son nom, était enregistrée avant son arrestation, ou pendant son arrestation, ou même après son arrestation? Si c'était avant son arrestation, est-ce qu'il a fait dans les meilleures conditions ou il a été contre? Si c'était pendant son arrestation, est-ce qu'il a fait pendant son arrestation ou il était contre? On l'a vu confortablement installé sur un fauteuil dans une salle visiblement bien climatisée. Mais nous avons vu un monsieur presque amorphe lorsqu'on le présentait, incapable même de dire bonjour ou de tousser. Ça sentait la peur dans ses yeux. Et j'aimerais prendre des cas de similitude. Monsieur Modéron Timba, qui aujourd'hui est à Makala, a dit devant la Cour de cassation que certaines des choses qu'il a eu à dire, c'est parce qu'il avait peur de ce qu'il entendait à côté.
Est-ce que monsieur Eric ne sera pas sur ce même voie-là? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Pire encore, il cite des noms de personnes très respectables au niveau de la République. Je parle ici de l'honorable Claudel Loubaya. Je connais ces messieurs une seule fois. Je l'ai rencontré une seule fois de toute ma vie. Et c'est une seule fois-là j'ai compris les genres de vie que les messieurs menaient. Toujours accroché à un bouquin et un stylo. Et même la personne qui m'a conduit vers lui, il dit, mais on se pose la question, quand est-ce que tu arrêteras de lire et d'écrire? Voilà sa réponse. Le jour où je n'aurai plus de souffle de vie en moi. Donc la passion de l'écriture et de la lecture forme la personne de Claudel Loubaya. Et quand est-ce qu'il a le temps de réfléchir ou être complotiste contre la nation? Il est vrai que de par ses écrits, il est très critique et il a des positions vraiment sanctionnatrices contre la mauvaise gestion. Mais cela ne fait pas de lui un complotiste. Pire encore, on cite simplement des noms sans vous dire ensuite que parce que en telle date, il a été appréhendé avec X et dont M. Eric était témoin. Ou il a parlé avec M. X dont M. Eric a enregistré. Ça, on ne le dit pas. Peut-être que le procès nous le dira. Mais aujourd'hui, donner simplement des noms, c'est bien bon. Mais les accompagner des éléments probants et convaincants, c'est encore mieux. Parce que là, on parle de la dignité de personnes. Je vous prends un autre cas, le cas de Patient Saïba. Aujourd'hui, ce monsieur fait la fierté de Congolais parce qu'il gère une structure internationale dans l'international. Donc quand on le voit, on sait que ça c'est une structure qu'un Congolais gère. Et depuis qu'il les gère, pas de reproches à lui faire. Mais aujourd'hui, de par cette déclaration, le monde va peut-être les discréditer. Mais est-ce qu'il fallait faire simplement des déclarations ou il fallait les accompagner de preuves? Je prends le cas de M. Kabila. Le combat ici, c'est d'avoir la parole de M. Kabila. Il aurait quitté le pays en catimini. Monsieur Hervé. Il n'a laissé aucune trace. Monsieur Hervé. Que ce soit à la DGM, à la RVA, à l'aviation civile, il n'y a pas de traces de Kabila. D'après Augustin Kabouya. Monsieur le journaliste, je ne connais pas un endroit au Congo où vous pouvez sortir sans être identifié. Même pour aller vers le Congo central ici, nous avons des postes de péage. Exact. Où on nous identifie. Vous n'allez pas me dire que Kabila s'était déguisé. Ça, je ne croirais pas. Déjà qu'il ne se déplace jamais sans escorte. Emmanuel Tshibambe nous a dit que Kabila aurait peut-être utilisé des pouvoirs magiques pour disparaître du Congo et se retrouver en Namibie ou je ne sais où. Est-ce que les déclarations de Tshibambe font crédit? Qui va croire Tshibambe comme étant un compatriote qui dit vrai? Qui va le croire? J'aime pas trop parler de gens en fait. Mais je pense que c'est un compatriote qui ne mérite pas les crédits de par sa parole. Je vais citer par là. Kabila, à chaque fois qu'il se déplace, nous voyons la marmaille de personnes qui l'encadrent. La sécurité, n'en parlons pas. Et les compatriotes congolais. Et vous allez me dire que la personne comme Kabila va sortir sans que les services ne s'en rendent compte. Soit c'est les services qui ne travaillent pas bien. Soit c'est les services qui ne travaillent pas bien. À l'aéroport, il y a les services d'immigration. Dans le poste frontalier, il y a les services. Et vous allez me dire qu'il partira comme ça sans être aperçu quelque part. Merci. Je ne crois pas à ça. Je pense qu'aujourd'hui, la justice doit vraiment nous aider parce que maintenant, là, c'est l'image des personnes qui sont mises en danger. Il faille que la justice nous donne des éléments de complément. La justice n'est-elle pas troublée aussi elle-même? Parce qu'il y a Salomon Escadier là, qui a été arrêté aussi pour, je ne sais pas moi, tantôt détention d'armes, tantôt. Il y a Kabila qui est accusé aujourd'hui d'être aussi des connivences avec M23. Alors finalement, qui est en intelligence avec ces rebelles? Mais c'est encore plus grave parce que nous voulons que le Rwanda soit le seul responsable de tous ces tueries que nous connaissons au pays, ce qui est vrai. Mais lorsqu'on continue à encenser du nom des compatriotes congolais, on tue la thèse du Rwanda responsable. Merci beaucoup. Et on encense la thèse de la guerre entre Congolais. Et c'est ce qui n'est pas vrai. Nous savons que les Congolais qui vont là-bas sont utilisés comme appât.
Ça, nous le savons. Merci beaucoup, Jonathan Ngwele. Je rappelle que vous êtes président du parti politique Pour l'amour du Congo et vous êtes de l'opposition. Ouais. Merci beaucoup. Fin de cette émission. Grand merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique. Je vous retrouve très prochainement avec un autre invité, mais avec le même plaisir. Au revoir. Bonne suite des programmes sur nos antennes.